Bonjour honorable. Bonjour. Alors, depuis quelques jours, la tension est montée dans la région septentrionale du pays, plus précisément à Tchaourou jusqu'à Savé, avec des échauffourées entre forces de l'ordre et population, en l'occurrence les chasseurs. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer une telle situation alors que nous sommes déjà sortis des élections? Merci, Monsieur Charles. On ne peut pas diriger un pays en ignorant son histoire. Le Bénin, dans l'espace qu'il occupe aujourd'hui, n'est pas encore une nation. C'est un conglomérat de nationalités. C'est beaucoup de cultures agglomérées. Donc, par conséquent, pour diriger un tel pays, ce n'est pas seulement le Bénin, c'est le Togo, c'est le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la Guinée. C'est beaucoup de nationalités, c'est beaucoup d'ethnies ensemble, avec des cultures différentes. Si quelqu'un veut prétendre à diriger ces pays, on ne peut pas ignorer ces histoires. En ignorant cette histoire et en voulant exporter, coûte que coûte, en voulant installer dans nos pays un modèle européen, on ne peut pas réussir. Voulez-vous nous dire que le chef de l'État actuel ne maîtrise pas l'histoire du Bénin? Pas du tout. Il ne maîtrise pas l'histoire du Bénin. Dites-nous comment. Et puis, il y a les qualités qu'il faut avoir. Connaissant l'histoire de son pays, il doit savoir que pour diriger cela, c'est dans le dialogue. Mais lui, les fonds, non. Mais pourquoi il veut prétendre diriger les Bariba? Pourquoi veut-il diriger les Nago? Parce que dans cet espace qu'on appelle le Dahomey, et aujourd'hui le Bénin, il y a un contrat. Le contrat que nous avons signé et que tout le monde est prêt à respecter, c'est la Constitution. Si les gens sont prêts à respecter la loi, c'est sur la base de ce contrat qu'on appelle la loi fondamentale, notre Constitution. C'est ça qui fait que si vous êtes Bariba, que vous voulez diriger les Goum, que vous voulez diriger les Fonds, que vous voulez diriger les Tori, vous avez un contrat. Parce que vous respectez ce contrat. Mais Talon ne respecte rien. Il ne connaît pas l'histoire de ce pays. Il n'a pas les qualités intrinsèques de dialogue pour diriger ce pays. C'est ça le problème. Ça veut dire que c'est le dialogue qui a manqué pour qu'on assiste à cet affrontement entre populations. D'abord, il faut en avoir les qualités de façon profonde. Savoir que les pays que nous dirigeons en Afrique, que c'est des pays qu'il faut diriger par le dialogue. La Constitution est là, qui sert de contrat à tout ce quoi-là. Alors, lorsque Talon ignore que c'est par le dialogue, lorsque Talon ignore la conférence nationale, qui n'a été possible que par un consensus. Je parlais de dialogue pour diriger le pays, mais les pères de la conférence nationale, nous qui avons été à la conférence nationale, nous avons compris que c'est par le dialogue. Kérékou a compris. Kérékou sait que, étant du Nord, pour s'imposer aux gens du Sud, aux gens du Centre, ce ne serait que pas dans un consensus. Le consensus, c'est pas les yeux fermés, ce qui est écrit dans la loi. Quand la situation dégénère, vous vous asseyez et vous discutez. Notre constitution est née après la conférence nationale sur le dialogue, sur le consensus, sur l'acceptation de tout le monde. Et dès que Talon est venu, il bafoue la Constitution. Il met la Constitution à part. Il y a une sorte de détestation qu'il a pour ce peuple. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez assisté à son investiture. Il refuse de porter l'écharpe. Ou bien, il a refusé. Si vous analysez bien ça, on dit, je ne porte pas l'écharpe de ces gens-là. C'est là une explication, selon vous? C'est qu'ils nous détestent. Ils détestent le pays et ses lois et son consensus. Vous m'avez donné, vous avez, c'est depuis ce jour-là que les observateurs fins commencent à comprendre que nous sommes face à un pouvoir qui méprise le peuple. Ce n'est quand même pas facile à accepter comme ça pour un chef de l'État qui délibérément a levé son doigt pour dire oui, j'accepte de diriger le pays. Comment pensez-vous que déjà dès le début qu'il nourrit des amours pour le pays? Il est quand même béninois à part entière. Vous êtes journaliste, et les journalistes font un travail certain. Les journalistes dans le privé, ils font un travail extraordinaire. Prenez le programme de campagne de Talon. Tout ce qu'il a dit, tout, je dis bien tout ce qu'il a dit, sur le respect de la Constitution, sur les contre-pouvoirs, sur tout ce qu'il va faire, vous verrez qu'il fait le contraire. Ça veut dire que
c'est un homme qui a été élu sur la duperie, sur le mensonge. Et donc alors, il le fait. Les premières choses qu'il a faites, c'est de décevoir tous ceux qui ont cru en lui pour lui apporter leur voix. C'est ça. Voilà, nous revenons aux échevelures de Tchaourou. Vous avez vu certainement des images circuler sur les réseaux sociaux, vous avez vu des vidéos. Pour un simple citoyen, quel regard pouvons-nous porter sur ces images-là? Vous voyez, c'est ça que je disais. Pour diriger ce pays-là, il faut en comprendre la substance, substantielle morale, comme disait un auteur. Dès que l'ancien président, on le met en prison, on l'enferme, sans motif, sans rien, sans le problème de la justice, par la force brute, on le met en prison. Il a quand même dirigé le pays pendant 10 ans. Donc alors, c'est un homme qui est d'une région, qui a dirigé le pays pendant 10 ans. Il a des partisans. Regardez la structure des résultats aux élections présidentielles de 2016. C'est dans sa région qu'il a eu la majorité pour son candidat, Zissou. C'est dans sa région. Ça veut dire que les gens de sa région sont encore attachés à lui. À partir de cet instant, pour l'unité du pays, il faut le traiter avec respect. En voulant l'humilier, ce n'est pas lui seul qu'on humilie. On humilie tous ceux qui sont de sa région, tous ceux qui sont pour lui dans tout le Bénin. Et je ne sais pas si aujourd'hui, il n'a pas plus de partisans au sud qu'au nord. Voulez-vous alors lier les échevelures de Tchaourou au fait que le chef de l'État... Dès que les populations se sont levées contre l'arrestation de M. Afouda et de ses amis, le président devrait savoir que ça prend une autre dimension. Au lieu d'envoyer tout cet armada de militaires, de chars, de l'élite de nos militaires, les bérets rouges, tout le monde, vous avez vu comment les chars vont dans la région pour soumettre le groupe ethnique de Yayi. Et puis, nous avons commencé à comprendre le mode opératoire de Talon. Il ne fait rien sans réfléchir. Il ordonne à ses partisans de parler d'abord, et si vous disséquez tout ce que ses partisans font, vous trouverez la direction où il veut aller. Lorsque, avant ou après les élections législatives, Badamassi disait, il parlait des Ota. Vous voyez, dans les débats politiques, on parle des Ota, c'est-à-dire le groupe Nago, auquel appartient le président Yahi. Qu'est-ce que ça vient parler? Qu'est-ce que ça vient faire dans le débat politique? Mon ethnie. Ça veut dire que le groupe, ceux qui ne veulent pas que ce pays marche sur les pieds, c'est les Ota. C'est ce qu'il a dit, bien qu'il ait encensé les Ota. Et c'est vrai, je suis Nago. Il sait que c'est des gens braves. Il les indique en même temps. C'est ça. C'est les Ota qui font ça. Et il faut en même temps qu'on les fasse taire. Et ce qui m'a le plus horrifié, c'est quand je vois les militaires, les chars, les grands véhicules qui transportent des militaires pour aller combattre des gens qui ont des fusils traditionnels, les tchakavéons, comme on dit. Alors je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au lieu d'envoyer les chars, il aurait dû, dans un premier temps, envoyer les gens pour négocier. Mais parlant de négociation, le clergé a offert ses services et puis il demande et qui a même d'ailleurs commencé. L'autre fois, nous avons appris que vous qui êtes de la classe politique de l'opposition, le clergé vous aurait déjà rencontré. C'est tellement que vous lui avez fait vos propositions. Un instant. Je voudrais dire une chose d'abord avant de répondre à cette question. Voilà. Vous savez, vous voyez la communication des militaires où on ne montre que les blessés militaires qui sont dans les avions, qui descendent des avions, qui sont dans les centres de santé. Bien sûr, au niveau de leur camp également, on a vu des images des gens qui se... Mais pourquoi? Quand on est en guerre, on ne montre pas les failles d'une armée. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi cette communication qui montre que la population tire sur l'armée, mais on ne montre jamais les gens que l'armée, sur lesquels les dégâts de l'armée. On ne montre pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pour susciter l'indignation du peuple, pour montrer au peuple que
voilà les gens-là, c'est eux qui tirent sur les militaires. Ils veulent avoir l'indignation du peuple, l'indignation surtout de l'armée, parce que l'armée a toujours, comment dirais-je, une solidarité de corps. En montrant ces images, ils veulent la solidarité des militaires pour aller encore combattre les gens les mains nues. Il y a des images que les militaires ne montrent pas, que la presse internationale montre. Et ça m'a sidéré. Et j'ai eu peur. C'est en montrant, nous voyons des colonnes de femmes avec des enfants au dos, des bagages sur la tête, qui fuient Chaourou, qui fuient Savé pour aller se réfugier dans les villages environnants, comme on voit dans l'Ituri, en République démocratique du Congo, comme on voit dans les zones de guerre. Ce que nous voyons à la télévision, ça se passe chez nous. Et l'armée ne montre pas ça. La presse officielle ne montre pas ça. Qu'est-ce qui se passe en fait dans cette zone? Est-ce une épuration ethnique? Est-ce un nettoyage ethnique? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu combien de morts parmi les populations? Pourquoi c'est seulement les blessés militaires qu'on nous montre? Pourquoi on s'acharne à nous montrer que les blessés militaires? Pourquoi l'armée montre les failles de son propre... Pourquoi les responsables montrent les failles de l'armée seulement, sans rien nous montrer des dégâts que l'armée a causés? Personne ne peut croire que avec les armes aussi modernes, avec l'élite, les paracommandos, on n'a pas tué les populations. On n'a pas tiré sur les populations. Ce n'est qu'après que les gens qui ont fui, qui sont allés dans les régions éloignées, nous disent, nous avons enterré 8 personnes, nous avons enterré 4 personnes. Combien de gens, combien de personnes sont mortes? C'est ça que nous voulons savoir. Mais le ministre a fait une sortie médiatique et a parlé d'une trentaine de blessés. De blessés dans le camp, des militaires. Mais il n'a pas dit l'autre. Il n'a pas dit combien les militaires ont blessé. C'est ça le problème. On veut, coûte que coûte, par cette communication, accuser l'ethnie de Yahi. Et donc alors justifier les violences qu'on a faites sur cette ethnie. Et qui ne tarderont pas les conséquences. Nous allons le savoir. Vous voyez, nous allons le savoir. Ils ne peuvent pas tout cacher. Et donc alors, je veux dire une chose à tout le peuple béninois. Je veux dire une chose à tous les organismes de défense des droits de l'homme. Je veux dire une chose au HCR, tout le monde. Qu'il se passe chez nous des choses horribles. Et je voulais les inviter, la France, les États-Unis et plus généralement toutes les représentations diplomatiques de chez nous, africaines, européennes, de mettre leur nez dans ce qui se passe dans la région Nagou. Il ne faut pas que demain, on dise, nous ne savions pas. Je voulais les alerter pour dire, mettez votre nez dans ce qui s'est passé là-bas. Parce que cette communication tous azimuts contre de l'armée est inquiétante. Je veux dire ça. Parlant justement de l'accompagnement de l'épiscopat dans le processus de dialogue, vous avez évoqué tout à l'heure les relations entre Talon et Gbanamé que l'épiscopat a peut-être oublié ou bien ne le savait pas. Que direz-vous réellement? Le clergé a commencé ses contacts. Mais ce qui a retenu mon attention dans la relation des faits de ces rencontres, c'est que, il n'a pas encore reçu le président Talon, qu'il aurait reçu Jobbenou. Et c'est quelque chose qui m'a surpris. C'est que les demandes qu'ils ont faites, à savoir calmer le jeu, faire arriver les exilés politiques, il paraît qu'ils ont été catégoriques, ils ont refusé. Ils n'ont pas aimé que le clergé donne des ordres à l'exécutif. Je ne pense pas que ce soit des ordres que le clergé donne. Je pense que c'est une demande. Et puis ensuite, le clergé se sent un peu coupable de tout ce qui nous arrive. Comment ça? Le clergé doit se sentir un peu coupable. Parce qu'en 2016, le clergé a joué les intermédiaires entre Talon, candidat, et Sébastien Diavon. Toutes les promesses que Talon a faites, c'est par écrit, c'est pas la parole, par écrit, que tout ça là a été négocié, a été fait. Mais ça n'a pas fait 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ça n'a même pas fait 1 mois après son élection qu'il ait commencé à violer les promesses qu'il a faites à l'épiscopat. Mais qu'est-ce que le clergé pouvait faire en ce moment-là, à partir du moment où celui que vous avez en face de vous n'a que sa parole pour vous convaincre? Est-ce que le clergé, en son temps, pouvait imaginer que des choses allaient se dégénérer entre deux personnes? Je ne pense pas que le clergé soit accusé à ce moment-là.
Je n'accuse pas le clergé. Je dis que le clergé peut se sentir coupable, je ne veux pas dire non. Bon, coupable, non. Le clergé avait l'option de dire à Sébastien de soutenir Zinsou ou Talon. Moi, je pensais que le clergé ne ferait pas l'option d'un homme qui était ouvertement pro-Banamé. Là, c'est encore un autre dossier, ça. Non. D'autant plus qu'en ce moment-là, l'église de Banamé s'était impliquée à fond dans les élections. Et que l'église de Banamé disait, c'est mon candidat qui réussirait. Le clergé aurait mesuré toutes les conséquences de cette déclaration. Ce que je voudrais dire, c'est que l'épiscopat catholique n'a pas bien fait le diagnostic en ce moment-là de ce qui se passe dans notre pays. Tout le monde savait, mais avec peu, peut-être, d'assurance, que Talon, candidat, était très proche de Banamé. Mais ça s'est révélé vrai par la suite, parce que lorsque le président Talon s'est rendu au Vatican et que tout le monde a commencé à dire, la presse, la communication de Talon a commencé à dire, vous voyez, c'est un catholique romain. Banamé a dit, Talon n'est pas catholique romain. Talon, Banamé Vidjidjiwe. Ça veut dire que Banamé, Talon, c'est mon adepte. Elle est allée jusqu'à dire, autour d'une de ses déclarations, que c'est elle qui l'a envoyé au Vatican pour lui prendre des informations, pour revenir. Des restes de pneus brûlés au milieu de la route, la ville de Tchaourou a vécu le chaos. Une ville désertée alors que les partisans de l'ancien président Boni Yayi avaient bloqué la grande route nationale qui relie Cotonou à Parakou suite à l'arrestation arbitraire de l'un des leurs. L'armée s'est déployée en masse. Les affrontements ont été extrêmement violents. Selon les habitants, les militaires ont tiré à balles réelles. Ça, c'est des étuis tirés par des militaires. Ici, nous avons ce qui est sorti des gaz lacrymogènes. Ensuite, nous avons des étuis. Quand c'est cendre, il semble que c'est des balles blanches. Et quand ça a la couleur des militaires, il semble que c'est des balles réelles. Depuis le début de la semaine, il y a eu 5 morts et une dizaine de blessés, certains grièvement. Vous voyez ici, c'est l'image de mon frère, le pied de mon frère. Il a reçu une balle au pied le jeudi passé aux environs de 16 h. Il marchait, il ne les avait pas offensés. Mais ils l'ont vu, ils ont voulu le tirer, ils l'ont tiré parce qu'ils ont déjà reçu le feu vert. De peur de représailles, certains parlent à visage couvert pour dénoncer l'attitude des autorités qui les soupçonnent d'être financées par l'ancien président. Financés comment? Lorsque nous sommes privés par, je crois, tout ce qui nous est légitime, notre simple droit. Alors, est-ce qu'on a besoin d'être financé pour revendiquer son droit? Il prive le peuple de la liberté, il nous empêche aussi de connaître la vérité sur tout ce qui se passe réellement. À Tchaourou, personne n'a pu voter, aucun bureau de vote n'a ouvert. Pourtant, des députés ont bel et bien été élus ici. La parole est à monsieur André Villiers. Merci Monsieur le Président. Le Bénin, ce pays de l'Afrique de l'Ouest bien connu pour son modèle démocratique exemplaire, connaît des soubresauts politiques qui ont défrayé les chroniques des organes de presse. Sous le prétexte de réformes institutionnelles, c'est à une véritable chasse aux opposants à laquelle on assiste. Les uns après les autres, les nombreux acquis sociaux obtenus lors de la conférence nationale de février 1990 sont supprimés. Cette conférence historique avait ouvert la voie à la démocratie dans plusieurs pays d'Afrique après tant d'années de parti unique. En avril dernier ont été organisées des élections législatives dont ont été exclus les partis d'opposition. Malgré les nombreux appels au dialogue avec l'opposition et les médiations internationales, le scrutin du 28 avril dernier a été maintenu. Le mécontentement du peuple s'est traduit par un taux d'abstention record, avoisinant 80%. Cela n'a pas empêché la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats, répartissant les 83 postes de députés entre les deux partis du président. Des manifestations d'une violence jamais connue au Bénin ont alors envahi le pays. Pour endiguer la contestation, l'armée a tiré à balles réelles sur les manifestants, occasionnant une dizaine de morts et de nombreux blessés. C'est dans ce climat de peur et de terreur que le 1er mai, 2 de nos compatriotes ont été pris en otage par des djihadistes au nord-ouest du Bénin. Chacun de nous se souviendra que lors des opérations de sauvetage de ces otages, 2 de nos soldats, officiers de marine, membres du prestigieux commando Hubert, ont perdu la vie, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello.
La situation politique qui prévaut aujourd'hui au Bénin est préoccupante, non seulement parce qu'il s'agit d'un pays avec lequel la France a des liens historiques très forts, mais surtout parce que le Bénin, où la France compte de nombreux ressortissants, est une référence en matière de démocratie sur ce continent. Voilà, Monsieur le Ministre, nous souhaiterions entendre votre appréciation de cette situation et quelles actions pourriez-vous mener pour que ce pays ne sombre pas dans un cycle de violence permanent. Cette situation ne s'inscrit-elle pas dans la compétition qui voit s'affronter les grands blocs dont l'objectif est la redéfinition d'un ordre mondial qui exclurait la France du continent africain? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député André Villiers. La France et le Bénin, il est vrai, ont une tradition de coopération forte depuis le retour de la démocratie en 1990. Et très clairement, nous sommes préoccupés par la situation. Avec les États membres de l'Union européenne, nous avons publiquement émis des regrets forts concernant le déroulement des élections du 28 avril. Des élections qui, compte tenu de la façon dont elles sont déroulées, ont conduit après à un certain nombre de violences et nous avons eu à déplorer, comme vous l'avez dit, des morts et des blessés. Et donc nous appelons aussi très clairement au calme et à la retenue l'ensemble des partis. Ce n'est que dans un dialogue apaisé que les choses pourront avancer. Le président Talon, le 20 mai, a fait un discours à la nation. Il convient désormais que les mesures d'apaisement soient, dans les faits, mises en œuvre. Nous suivons la situation avec attention et ce n'est pas une cause de style. Nous le faisons avec nos partenaires de la CEDEAO, de l'Union africaine. Nous le faisons aussi lorsque des individus sont menacés. Monsieur Ajavon, qui est un homme politique du Bénin, s'est vu octroyer l'asile par l'OFPRA il y a quelques jours. Et cela montre que nous sommes aussi à la hauteur de notre tradition d'accueil de ce point de vue-là. Cotonou, c'est aussi le symbole d'un partenariat entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique. Cet accord de Cotonou, il prévoit en son article 96 un processus de consultation. Il prévoit aussi que les valeurs de droits de l'homme, de démocratie et d'état de droit sont un pilier de notre coopération. Eh bien, nous formons le vœu que cet esprit de Cotonou, plus que jamais, continue à souffler. Merci, Monsieur le Ministre. Forces armées béninoises. Vous êtes le dernier rempart contre le recul démocratique amorcé au Bénin par Patrice Talon. Vous êtes les défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Vous êtes une armée républicaine au service du peuple et non d'un dictateur. Ne retournez pas vos armes contre ce peuple meurtri. Défendez plutôt vos femmes qui souffrent, vos enfants qui meurent faute de soins, vos mères qui pleurent sous le poids de la misère, vos frères sans emploi qui ne savent à quel sein se vouer, vos sœurs obligées de se prostituer. L'armée est républicaine et éternelle. Patrice Talon est éphémère et passera. Défendez l'honneur et la mémoire de Mathieu Kérékou et des pères de la conférence nationale. Le peuple est à genoux. Vous avez le devoir de le relever. La patrie ou la mort, le peuple vaincra.